Madame la Présidente, vous venez de parler comme une insoumise et je veux vous en féliciter. Eh bien oui, mais chacun d'entre nous entre dans un débat comme celui-ci par la porte qui lui convient et on peut le faire dans le respect des autres. Nous ne partageons pas la conclusion, mais sur les prémices, nous sommes d'accord. C'est important qu'on l'entende depuis la tribune de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi le rapporteur sur le fond, que j'ai connu plus délicat dans d'autres circonstances, n'avait pas besoin de caractériser tous ceux qui ne sont pas de son avis de mauvais Français ou de gens qui, par définition, seraient incapables de comprendre les avantages que cette convention pourrait comporter. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je ne vous dirai pas que dans cette convention, tout est mauvais. Mais nous sommes un Parlement, nous discutons et nous pouvons avoir une autre appréciation du rapport de force à établir avec le Luxembourg. Pas parce que nous aurions quelque chose de particulier, certainement pas déjà contre la population du Luxembourg, contre les gouvernements du Luxembourg, si, on peut avoir quelque chose de particulier. Mais ce n'est même pas le sujet. Le sujet, c'est celui qu'a repris il y a un instant Madame de Sarnez, c'est l'ampleur de la fraude et de l'optimisation fiscale. Parce que parler de la fraude ne suffit pas. Ceux qui fraudent sont des voyous et des criminels, mais il y a aussi ceux qui font de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'ils utilisent des dispositifs légaux pour se soustraire aux obligations que la morale commande qu'ils le reconnaissent. Et c'est pas un petit phénomène dont on parle. Sur ces bancs, combien de fois on a entendu dénoncer la fraude sociale qui est peanuts dans le budget de l'État? Rien. Un petit quelque chose après la virgule. Tandis que là, nous traitons d'un phénomène qui représente pour la France 80 milliards de manque à gagner pour l'État. Un quart des recettes de l'État. Une année et demie de service de la dette. Le déficit public de la nation française est de 67 milliards. Il nous manque 80 milliards tous les ans à cause des voyous et des voleurs. Le budget de l'État serait en excédent si chacun faisait son devoir. Et qui ne le fait pas? Certainement pas, ici ou là, quelques malheureux ou fraudeurs à l'impôt sur le revenu. Ce sont de très grandes sociétés qui, donc, de propos délibérés, affaiblissent le budget de l'État. Là, je parle pour les Français. Mais en Europe, c'est la même chose. Nous en avons pour 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros chaque année, soustraits à l'impôt. C'est-à-dire 50% de la richesse totale produite par la France en une année. 6 années du budget de l'Union européenne. 47 années de contribution de la France au budget de l'Union européenne. Ces chiffres que je viens de donner sont destinés à humaniser en quelque sorte des sommes dont on finit par ne plus se rendre compte de ce qu'elles sont réellement. Oui, 1000 milliards, c'est comme si la France cessait de payer sa cotisation à l'Europe pendant 47 ans. Eh bien, ces gens le font en une seule année. Il est normal dans ces conditions que lorsqu'arrive le dossier du Luxembourg, quel que soit le contenu du texte dont nous discutons, nous ne nous contentions pas de nous réjouir des progrès, des avancées, mais qu'on pointe du doigt la responsabilité singulière de cet État dans l'Union européenne pour avoir organisé un système de contournement de l'impôt qui depuis a fait contagion, car les rescrits fiscaux, parce que ça s'appelle comme ça, le fait d'avoir un taux d'imposition légal et puis ensuite de s'arranger dans le bureau du Premier ministre pour que le taux soit différent, ça s'appelle un rescrit. Bon, ça pourrait s'appeler un hold-up ou un racket, ou un... mais non, c'est un rescrit fiscal. Bien. Eh bien, ces rescrits se sont répandus dans toute l'Europe. Il y en a dorénavant 156% de plus qu'auparavant. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que le duché du Luxembourg, tout d'un coup saisi par la morale et la vertu, a un comportement si magnifique et exemplaire que l'exemple s'en propage à toute l'Europe. C'est le contraire qui s'est produit. L'impunité dont a pu profiter le Luxembourg pendant tant d'années a fait école. Et voici ce qu'est le Luxembourg. Un siège d'entreprise pour 6 habitants, 3 500 milliards d'euros d'actifs financiers, soit 64 fois son PIB. Quelle merveille! Quel modèle économique! Comme on aimerait faire pareil, hein? Mais nous, on le ferait avec des méthodes légales, normales. Eux le font par ruse et cautèle. 143 sièges sociaux de banque,
900 filiales d'entreprises françaises sur un micro-territoire. 900 filiales. Ils sont tous là-bas. Pourquoi faire? Pour tricher. Le Luxembourg émet en cash 2 fois plus que son PIB total. 2 fois plus. Imaginez que nous le fassions, hein, ce que ça donnerait pour l'économie de notre pays. Et chaque fois qu'éclate un conflit avec une entreprise multinationale, eh bien, nous découvrons à chaque fois qu'il y a un étage luxembourgeois dans le conflit. Ça a été le cas pour McDonald's, de braves gens ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer d'améliorer leur situation sociale. Ils ne présentaient pas des revendications exagérées. La cruauté des dirigeants faisait qu'ils fermaient ici, là, à tour de rôle, les restaurants pour en expulser les malheureux qui y travaillaient des fois depuis des années. Eh bien, dans l'affaire McDonald's, on a retrouvé, au bout de la chaîne, que McDonald's évitait 700 millions d'euros d'impôts en France entre 2009 et 2013, parce qu'ils ont une position particulière au Luxembourg qui leur permet cet énorme contournement. 900 millions, 700 millions. Je pense qu'il n'y a pas une personne sur un quelconque des bancs qui trouve ça normal, hein, quelles que soient par ailleurs les raisons qu'on aurait de ne pas être d'accord sur la façon d'y remédier. Et puis, ce n'est pas les seuls. Amazon, qui signe un accord fiscal avec le Luxembourg en 2003, cette grande société dont on entend si souvent parler, ne paye aucun impôt sur les sociétés, aucun, alors qu'elle réalise les 3/4 de ses bénéfices en Europe. Alors les dirigeants européens, pour qui tout de même ça faisait quand même beaucoup, et ça se voyait, ont fini par s'émouvoir. Et M. Moscovici, commissaire spécialisé dans la question, a établi une liste en janvier 2018 de paradis fiscaux. Alors on s'était dit, ah, enfin, on va prendre des mesures. Non, non, mais c'est paradis fiscaux chez les autres. Pas en Europe, car M. Moscovici a déclaré qu'il n'y avait pas de paradis fiscal en Europe. Donc si vous pensez, comme toutes les personnes normales et qui examinent les comptes peuvent penser que Luxembourg est un paradis fiscal, eh bien vous vous trompez, parce que M. Moscovici vous dira que c'est ailleurs qu'il y a des problèmes. Aucun pays de l'Union européenne n'y est par principe. Donc l'Irlande, qui n'impose personne sur les sociétés, en particulier pas Apple, qui paye 0,005% d'impôt sur les sociétés. Apple, une petite boutique de quartier dont la situation émouvante pousse à la pitié et aux diminutions des impôts. 0,05% d'impôt sur la société pour la multinationale Apple. On n'y trouvera pas non plus le Luxembourg, cela va de soi, ni les Pays-Bas utilisés par Nike pour ne payer aucun impôt, encore une modeste boutique, ni Malte, qui immatricule tous les yachts du monde qui veulent bien aller prendre le drapeau maltais, puisqu'on n'y paye rien, aucun impôt sur l'immatriculation des yachts. Alors tout ça a fini par éclater, mes chers collègues, et on peut quand même en parler. On peut quand même dire que s'il n'y avait pas eu ce qu'on a appelé le LuxLeaks, personne n'aurait jamais su quelque chose de l'ampleur des arrangements auxquels a procédé dans le secret de son bureau M. Juncker, entre-temps devenu président de la Commission européenne. Le LuxLeaks a été le scandale majeur d'évasion fiscale révélé en 2014 par un consortium de journaux et grâce à l'action de 2 lanceurs d'alerte qui mériteraient de recevoir la Légion d'honneur en France, Antoine Delcourt et Raphaël Allais. Les rescrits fiscaux, arrangements et combines fiscales de M. Juncker ont concerné combien? Une ou deux grandes entreprises avec lesquelles des liens de sympathie se seraient noués? Non, pas une ou deux, pas 10, pas 20, 300. M. Juncker a signé 300 accords particuliers avec 300 entreprises différentes multinationales pour qu'elles payent moins d'impôts sur les sociétés. Et tout ça en secret, parce que le taux officiel de l'impôt sur les sociétés au Luxembourg n'a pas changé. Ce qui était affiché était toujours là et on pouvait comparer et nous-mêmes se meurtrir en disant « bon, on fait moins bien, tout ça ». Mais eux, ils n'en avaient strictement rien à fiche parce que dans leur bureau, ils arrangeaient par combine des impôts plus bas pour les sociétés.
le rapatriement des bénéfices internationaux dans des filiales, boîtes aux lettres au Luxembourg, entreprises qui n'ont aucune réalité, sinon d'avoir une adresse au Luxembourg. J'ai dit qu'il y avait 900 entreprises françaises qui ont là-bas un siège. Je ne dis pas que les 900 sont des boîtes aux lettres, mais je soupçonne qu'un certain nombre le soient en effet, car je ne vois pas pourquoi ils se trouvent tous là. Parmi les entreprises qui ont bénéficié des rescrits, je les cite de nouveau: Apple, Amazon, Ikea, Heinz, Deutsche Bank, certainement pas des petites entreprises, mais aussi 56 entreprises françaises qui trichent avec leur pays, qui n'ont pas la honte de se comporter de cette manière-là et qui s'en vont au Luxembourg pour ne pas contribuer à l'effort de la patrie sur tous les besoins que nous avons, de l'école, des routes, des hôpitaux. Ceux-là vont se cacher et ensuite viennent nous faire la leçon sur la manière de bien gérer l'argent public, à qui ils refusent leur contribution. Ceux-là sont des traîtres. Allez, on doit dire leur nom. AXA, LVMH, Caisse d'épargne, Banque Populaire, BNP Paribas, CNP Assurance, tous ces gens ne font pas leur devoir. Et ensuite, ils viennent, hautains et grandiloquents, donner des leçons et pourchasser les malheureux qui sont dans le rouge tel ou tel mois, avec des grands airs sur l'obligation que l'on a de tenir ses comptes. Comment peut-on tenir les comptes de la nation française s'ils refusent d'y participer, comme ils devraient le faire, comme la loi leur impose? Voilà, tout ça, ça mérite qu'on se fâche. Et ça mérite qu'on le dise à la tribune et qu'on ne se contente pas de dire « nous avons un nouvel accord, tout va aller mieux, etc. » Ben, tant mieux si tout va mieux. Mais en attendant, ces problèmes-là ne sont pas réglés. Luxembourg n'a pas renoncé à ses rescrits fiscaux, collègues. Et il faut que ça soit dit à la tribune. Parce que sinon, ça veut dire que le ronron va continuer. Et ces braves Français, comme ils sont un peu nigauds, on les a encore une fois roulés, mais bon, on peut continuer jusqu'à la prochaine fois. Eh bien non, il faut qu'il y ait des gens qui fassent ce que nous sommes en train de faire. Les deux personnes qui ont fait des dénonciations, les LuxLeaks, c'est 2014. La justice, avec cet art particulier qu'elle a du pilori, les a pendant 4 ans poursuivis. Ça veut dire que pendant 4 ans, des gens qui avaient voulu défendre l'honnêteté et la morale ont été l'objet d'acquisitions, de perquisitions, de manœuvres pour s'assurer d'eux. Tant et si bien que c'est eux qui ont été condamnés, et pas ceux qu'ils ont dénoncés. C'est eux qui ont été condamnés, M. Antoine Delcourt et M. Raphaël Allais. M. Antoine Delcourt a été condamné en première instance à 12 mois de prison avec sursis. En appel, 6 mois avec sursis et 1 500 € d'amende. Ça valait la peine de le pourchasser pendant 3 ans. Et à la fin, il a été relaxé en cassation le 11 janvier 2018. Pendant 4 ans, cet homme a été persécuté sans aucune raison, alors qu'il aurait dû être félicité et décoré pour qu'à la fin, il soit évidemment écarté de toute sanction par une cour de cassation, pas dans un jugement sur le fond. Quant à M. Allais, il a été condamné en première instance à 9 mois de prison avec sursis, 1 000 € d'amende. En appel, le voici réduit à 1 000 € d'amende. Il fait un pourvoi en cassation, il est rejeté. Il attaque aujourd'hui le Luxembourg devant la Cour européenne des droits de l'homme. Requête acceptée le 11 février dernier 2019. À celui-là, nous allons aller lui dire que dorénavant, il y a une convention qui a tout arrangé, tout solutionné, sauf lui et sauf les gens qui font preuve de morale dans leur dénonciation. Le coupable de cette situation porte un nom, c'est M. Juncker. C'est lui qui a organisé tout ça de propos délibérés au Luxembourg et qui s'en est vanté et qui a considéré comme d'autres que l'avantage relatif et comparatif que son pays pouvait avoir par rapport aux autres, c'était cette question de la matière fiscale. Ça, c'est la doctrine Barroso. Barroso a expliqué qu'il n'y a plus assez d'argent pour les fonds structurels. Maintenant, chaque pays se paye les investissements par des avantages sociaux ou par le dumping social ou par le dumping fiscal. Eh bien, il y en a eu cette illustration. M. Juncker a été de 1995 à 2013 Premier ministre du Luxembourg. Auparavant, il avait été ministre des Finances du Luxembourg. De 2005 à 2013, président de l'Eurogroupe. Et depuis 2014, président de la Commission européenne. Autrement dit, un des personnages centraux de la vie européenne sur les questions de fiscalité était celui qui organisait dans son propre pays les moyens de contourner les règles qu'il recommandait aux autres d'appliquer. M. Juncker a nié avoir connaissance, en tant que Premier ministre et ministre des Finances, on se demande vraiment ce qu'il faisait dans ce cas-là, de la période pendant laquelle il s'y trouvait et où 340 accords ont été conclus avec des multinationales. Il dit qu'il ne savait pas. M. Juncker ment.
Car en 2014, le responsable fiscalité d'Amazon a déclaré dans une interview avoir rencontré personnellement M. Juncker pour négocier l'implantation de l'entreprise au Luxembourg. Et en 2017, le Guardian, sans être démenti, a révélé que des caps diplomatiques montraient que le Luxembourg a bloqué au niveau européen les dispositions anti-évasion pendant que M. Juncker était Premier ministre. Les dispositions anti-évasion qu'il n'y a pas besoin d'être un insoumis pour dénoncer. Vous avez entendu il y a quelques instants la présidente de notre commission le faire, et je suis sûr qu'il y en a d'autres sur ces bancs qui pensent exactement la même chose. Il n'est pas acceptable que le Luxembourg ait bloqué les procédures obligeant les États membres à soumettre leurs relations avec les multinationales à leurs pairs. Il n'est pas acceptable que le Luxembourg se soit opposé à l'enquête sur les stratégies transfrontalières des entreprises en matière de fiscalité. Il n'est pas acceptable que le Luxembourg ait refusé la remise en cause de la règle de l'unanimité en matière fiscale dans l'Union européenne. Et je viens maintenant sur ce point. Notre présidente de la Commission des affaires étrangères vient de dire il n'y a de sortie de la crise structurelle que traverse l'Union européenne aujourd'hui que par l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale. L'harmonisation sociale est interdite par l'article 153 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Quant à l'harmonisation fiscale, les articles 113, 114, 115 du traité de fonctionnement de l'Union européenne limitent les possibilités d'harmonisation fiscale aux seuls objectifs de supprimer les obstacles à la concurrence. Donc vous pouvez harmoniser si c'est pour supprimer des obstacles à la concurrence, pas si c'est pour lutter contre la fraude ou essayer d'obtenir un nivellement par le haut. Tous les accords requièrent l'unanimité pour tout ce qui concerne la fiscalité directe. Quant à l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, il impose la liberté de circulation des capitaux, non seulement entre les pays de l'Union européenne, ce qui pourrait s'admettre, ce qui pourrait se comprendre, se discuter et s'organiser, mais aussi avec les pays tiers. Autrement dit, l'Union européenne est une machine à fabriquer de la libre circulation des capitaux, donc de la fraude fiscale mondiale. L'article 64 introduit une possibilité de mesures exceptionnelles de restriction par les mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers, à la condition, exceptionnellement, on peut dire, il y a une limite, exceptionnellement, à la condition que tout le monde soit d'accord, c'est-à-dire qu'on ait aussi les fraudeurs d'accord avec soi. Je vois que notre collègue se réjouit de cette idée, ça me touche beaucoup. Le résultat de ce dumping fiscal, il a une conséquence que tout le monde a sous les yeux, que tous les gouvernements ont sous les yeux, et peut-être même celui-ci aussi. C'est que les taux d'impôt sur les sociétés, du fait des rescrits de cette nature, ont tendance à baisser. Ils ont baissé en moyenne depuis 2004 de plus de 15% dans tous les pays de l'Union. Les gouvernements qui baissent les taux d'impôt sur les sociétés ne le font ni par sadisme ni par goût. Ils le font parce qu'il y a un dumping et une compétition. Mais dès lors qu'ils baissent les taux d'impôt sur les sociétés, dès lors qu'ils sont obligés, ou se sentent obligés, personnellement je ne m'y sentirais pas obligé, de baisser la tranche d'impôt sur les revenus les plus élevés, qui sont le véritable sujet de la compétition fiscale sur les revenus. En moyenne, ça a baissé de 19% dans toute l'Union européenne. Donc, l'impôt sur la société, en moyenne, moins 15%, l'impôt sur les revenus les plus élevés, en moyenne, moins 19%. Il faut bien que les États retrouvent les sommes qui leur manquent du fait de ces allègements fiscaux. Où les retrouvent-ils? Dans les taxes. Tant et si bien que tandis que ces impôts qui sont proportionnels, qui sont progressifs dans les différents pays de l'Union baissent, eh bien, un impôt qui, lui, n'est nullement, qui est la taxe, la TVA, etc., eux, augmentent. Et voilà pourquoi les taxes sur la consommation ont augmenté en moyenne, c'est plus dans certains pays, en moyenne, de 10%. Et ce que je suis en train de dire, c'est la Commission européenne. Par conséquent, la structure du prélèvement fiscal dans les États est en partie matricée par la triche, la fraude, les rescrits dans certains paradis fiscaux qui exercent une pression et un dumping sur les États qui ont un fonctionnement honnête, tel qu'on en arrive à ce résultat. Plus de taxes, moins d'impôts progressifs. Je ne peux pas dire qu'on soit des modèles, nous autres, les Français. Il y a un laxisme de l'État dans la lutte contre la fraude. Depuis 2010, vous voyez,
ça concerne au moins 2 présidences. Nous avons perdu 3100 postes de contrôleurs fiscaux. La baisse des contrôles fiscaux depuis 2008, c'est moins 36% pour les entreprises et moins 13% pour les particuliers. Le parquet national financier a 18 magistrats pour 472 dossiers. 26 dossiers par magistrat alors qu'il en faudrait 12 selon le rapport parlementaire sur le sujet. L'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, dont le seul nom, quand vous les recevez chez vous à 7 heures du matin, est un signal d'infamie pour vous, a mené 281 perquisitions pour 300 enquêtes, chiffre de 2016, c'est-à-dire moins d'une perquisition par enquête. J'ajoute que les enquêtes me concernant ayant donné lieu à 17 perquisitions, vous devez les retirer de ce total de 281, car j'affirme solennellement que je ne fraude pas et je n'ai pas de trésor caché chez moi, et il était inutile à y débarquer armé à 8, ni à mobiliser la totalité des agents de ce service pour contrôler dans le dossier des assistants parlementaires européens mes activités. 281 perquisitions pour 300 enquêtes, dont 17 pour moi. La réponse à l'évasion fiscale est-elle dans cette convention? En partie, monsieur le rapporteur, en partie, mais pas au point que cela justifie l'admiration béate que vous portez à ce texte, sans critique et sans nuance. Mais oui, cher rapporteur Petit, moi je ne vous parlerai pas comme ça si vous ne m'aviez pas cherché. Mais c'est vous, il y a quelques instants, qui venez de dire que veulent ceux qui ne veulent pas de cette convention, le malheur de la France, etc., etc. Eh bien, vous avez votre réponse, je pense, avec ce que je viens de dire. Que veulent ceux qui ne veulent pas de cette convention? Eh bien, ils veulent adresser un signal depuis cette tribune au duché du Luxembourg pour dire, écoutez, ne nous prenez pas pour les imbéciles que nous ne sommes pas. Nous sommes capables, nous, Français, de signer une convention parce qu'elle nous arrange, mais nous sommes aussi capables de vous dire ce que nous pensons de vous. Et c'est évident que ce n'est pas le ministre qui va le faire parce que sa fonction le lui interdit. Ce n'est pas non plus normalement, le rapporteur pourrait le faire. La présidente de la commission, elle ne s'est pas gênée, donc ça doit être à la portée de tout le monde. Alors cette convention a des bons aspects et d'autres non. Et voilà pourquoi il fallait que ce que j'ai dit soit dit. Il faut que l'impôt universel pour les particuliers français existe. Les Nord-Américains le font. Ils pourchassent dans tous les pays, dans toutes les banques. Ils demandent, là où il y a des soupçons, comme ils disent, d'américanité, pour obliger les gens à payer leur impôt sur le revenu dans le pays, pas seulement dans le pays d'accueil, mais aussi dans le pays d'origine. Je rappelle que cette idée qui est portée aujourd'hui par les Insoumis l'a été autrefois, et en même temps par d'autres formations politiques qui étaient d'accord avec cette idée, qu'on paye l'impôt, évidemment, dans le pays dans lequel on se trouve. Mais la différence avec l'impôt de sa patrie, on le paye à la patrie. Et c'est le régime fiscal n'a rien d'extravagant ni de si difficile à organiser, puisque tous les parlementaires européens sont astreints à ce modèle fiscal. Je l'ai été, Madame de Sarnez l'a été naguère. Tout ça ne représente aucune difficulté, sinon la volonté d'empêcher la triche et la fraude généralisée à laquelle se livrent tous ces gens. Ensuite, il faut faire payer aux multinationales un impôt sur les sociétés qui soit basé sur la part de leur chiffre d'affaires mondial qu'elles réalisent chez nous. Et cela aussi, on peut l'obtenir. Nous devons interdire les pratiques agressives qui poussent à la fraude, le délit d'incitation à la fraude et à l'évasion fiscale. Nous devons faire interdire la publicité pour l'évasion fiscale. Nous devons interdire pour les banques françaises d'avoir des filiales dans les paradis fiscaux. Ça aussi, c'est possible. Le gouvernement de Lionel Jospin avait interdit que l'on commerce et que l'on trafique avec l'île de Nauru, qui avait battu tous les records en matière de triche et d'abri comme paradis fiscal. Un gouvernement français l'a déjà fait, donc ça n'est pas si difficile que ça à faire. De la même manière, il faut durcir la procédure pénale. Il faut inverser la charge de la preuve. Et il ne doit plus y avoir de prescription aussi longue pour les délits de fraude fiscale. Mes chers collègues, j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais vous dire. Mais, après vous avoir répété que mon propos ne contient aucun mépris pour la charmante population du Luxembourg, ni aucune remarque désobligeante pour ce pays, je suis obligé de rappeler qu'il est responsable de cette situation en Europe, qu'il a donné le mauvais exemple et que le premier personnage de la nation luxembourgeoise se retrouve aujourd'hui président de la Commission
européenne et fait la leçon à la terre entière, à commencer par les pays qui sont dans les plus grandes difficultés. Je vous rappelle ce propos absolument incroyable de M. Juncker: il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités. Je profite de cette circonstance pour rappeler à tous les collègues que le TSCG, j'ai été surpris de l'apprendre au président de la République, le TSCG, qu'on appelait vulgairement le traité Merkozy, contenait une clause. À quel propos? Mais je vous en prie, dites ce que vous avez à dire. Président, Monsieur Collaroi, s'il vous plaît, allez-y, Monsieur le Président Mélenchon. Non, mais je ne vous entends pas, monsieur, je vous répondrai volontiers. Vous répondrez, Monsieur Collaroi, tout à l'heure en prenant la parole, ainsi que notre règlement le prévoit. Monsieur Mélenchon, il vous reste 5 minutes. À part jacassé et couiner, écoutez ce que je vous dis. Vous apprendrez quelque chose. En toute humilité, pour une fois, vous apprendrez quelque chose. Vous apprendrez que le traité n'est plus applicable parce qu'il comportait dans les petites... Écoutez un peu... Écoutez ce que je vous dis. Monsieur le Président Mélenchon. Très bien. Monsieur le Président Mélenchon, je vous en prie, poursuivez votre intervention. Le collègue m'interrompt. Il ne sait pas de quoi je parle, il m'interrompt. Vous avez la parole et seul l'orateur a la parole, pour vous comme pour les autres. Le traité TSCG, que l'on appelait traité Merkozy, vous voyez de quoi je parle? Bon. Eh bien, ce traité qui comporte toutes sortes d'obligations pour les États, vous le savez ça. Eh bien, ce traité comportait dans ces petites lignes qu'il fallait qu'il soit transposé dans le droit commun européen avant 2018. Et voilà qu'au 1er janvier 2018, rien n'avait été transposé. Vous le saviez, vous? Eh bien oui, mais je vous l'apprends. Et par conséquent, la Commission a transmis un texte, la Commission européenne a transmis un texte à la Commission du Parlement européen en novembre 2018, Madame la Présidente. Ah, il y avait déjà quelques mois de retard. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, qui était dans la salle et qui n'y était pas, ou patatras, la transcription n'est pas passée. Si bien que tout est bloqué. Nous sommes donc dans un vide juridique depuis cette période. J'en profite, pourquoi j'insiste là-dessus? Pas pour me gausser et me réjouir, quoique j'ai des raisons de le faire, mais pour dire que nous tenons une magnifique occasion de dire, puisque le traité ne vaut plus rien, eh ben on est donc en situation d'en discuter un autre. Un autre qui notamment prévoirait des mesures radicales de lutte contre la fraude fiscale. J'achève sur le Luxembourg. Il me reste quelques secondes. Figurez-vous qu'il faudra bientôt qu'on fasse d'autres propositions. Le Luxembourg, vous ne le savez pas, est devenu une puissance spatiale. Ce n'est pas seulement une puissance fiscale, c'est une puissance spatiale. C'est une honte. Pourquoi? Parce que le traité international de 1967 affirmait que l'espace, la Lune et les autres corps célestes ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation, même si on y met un petit drapeau, comme l'ont fait les Nord-Américains, ou un petit satellite, lapin de jade, comme l'ont fait les Chinois. Ça n'appartient à personne et personne ne pourra jamais le procéder. Sauf que les États-Unis d'Amérique ont décidé que si, dorénavant, on pourrait s'approprier les corps spatiaux, il suffit d'arriver les premiers et de mettre un drapeau dessus, exactement comme autrefois ils l'ont fait pour tant de territoires. Eh bien, en 2016, le Luxembourg, qui n'a pas une seule fusée, ni une base spatiale, qui ne tire aucune sorte de fusée, ni de satellite, en 2016, le Luxembourg a introduit une nouvelle réglementation autorisant les entreprises, notamment les entreprises minières, parce que la conquête de l'espace, dans l'esprit de ces gens-là, c'est d'abord les mines, l'extractivisme, implantées sur son territoire à exploiter des ressources spatiales. Et que s'est-il passé? C'est déjà tellement invraisemblable que ça mérite d'être dit. Mais nous autres Français, on a quelque chose à dire là-dessus, parce que nous, les fusées, on en a. Hein, et des constellations de satellites, on en met en place assez régulièrement. C'est qu'on ne peut pas accepter ça. Qu'un pays en plein cœur de l'Union européenne reproduise une réglementation nord-américaine qui est le contraire de l'idéal qu'on se fait de l'accès de l'humanité à ces nouvelles frontières. Donc il faudra qu'on intervienne, parce que figurez-vous que c'est devenu contagieux. Voilà que les Japonais sont venus installer des succursales dans ce pays pour pouvoir profiter de la législation minière sur la conquête de l'espace. J'ai fini par cet exemple pour vous montrer, à mon sens, qu'il n'y a pas de limite à la cupidité d'État. Le Luxembourg s'est bâti un modèle, et autour de ce modèle, qui consiste à tirer parti d'un avantage comparatif fiscal, il construit toute une vision de l'État et du financement de l'État. On ne peut pas être d'accord avec ça. Et quand on passe une convention fiscale, c'est le moment de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça et qu'on n'a pas cette vision du monde. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président Mélenchon.